Moi, j'ai pas l'impression que d'aller à travers un référendum, d'aller à travers une grosse campagne référendaire, je pense pas que ce soit la solution euh, pour faire ressentir le Québec, l'importance du Québec, les valeurs du Québec. Je pense qu'on y arrive dans le modèle actuel. Quand on est autonomiste, oui, c'est peut-être plus prudent, c'est moins risqué, je peux te l'accorder, mais les résultats dépendent d'un autre gouvernement. Les résultats, par rapport aux demandes que vous avez faites, ça va dépendre des provinces puis du gouvernement fédéral. Un référendum, ça dépend de nous. C'est à nous, le peuple, de se dire oui. Puis ça, je trouve que c'est une aventure extraordinaire pour un peuple qui a tout ce qu'il faut pour devenir un pays, qui a tout ce qu'il faut pour devenir l'une des plus grandes, tu sais, dans le top de la moyenne à travers le monde, quand on regarde en finance, quand on regarde en économie, quand on regarde en éducation, on est vraiment une société riche qui a tout ce qu'il faut. Ben là, ça nous appartient de partir à l'aventure. C'est quoi la position de la CAQ sur l'indépendance? En 2015, François Legault a présenté un plan intitulé Un nouveau projet pour les nationalistes du Québec. Rapport d'impôt unique, contrôle de l'immigration, protection de la langue, des demandes que presque tout le monde au Québec appuie. François Legault et la CAQ ont bien essayé. Ils étaient de bonne foi. Ils ont travaillé fort pour convaincre Ottawa. Pourtant, le fédéral a dit non à toutes les demandes du Québec. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. 21 demandes, 21 refus. Qu'est-ce que ça nous apprend? L'autonomie du Québec au sein du Canada est-elle possible? Est-ce le bon moment de parler d'indépendance? Aujourd'hui, on en discute avec celui qui représente l'avenir du parti, William Denis, président de la relève des jeunes caquistes. Bienvenue à Génération Oui. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec William Denis, président des jeunes caquistes. Ça va bien William? Oui, ça va bien, toi? Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que globalement, puis je vais commencer comme ça parce que c'est important de le dire, je suis un indépendantiste, tu es autonomiste ou du moins dans un parti qui est autonomiste. On va pouvoir approfondir tout ça ensemble aujourd'hui. Mais tu as accepté notre invitation au dialogue. Évidemment, on va parler du nationalisme, de l'autonomisme, du fédéralisme et de l'indépendance. Donc, je voulais te lever mon chapeau d'accepter cette invitation-là. Tu n'es pas le premier qu'on reçoit qui ne pense pas exactement comme nous. On aime ça aussi, confronter les idées, dans le respect toujours, mais voilà, je voulais le dire. Je voulais également présenter Génération Oui pour celles et ceux qui ne connaissent pas Génération Oui. Donc, on est un balado indépendantiste, mais non partisan, donc on n'est pas affilié à un parti politique. On parle de la question nationale avec des gens fédéralistes, des gens indépendantistes. On a reçu des gens de toutes les ailes jeunesse, ou à peu près. Donc, on a reçu des gens du Parti québécois, de Québec solidaire, des conservateurs, et maintenant, on reçoit donc le président, la relève de la CAQ. Donc, c'était très important pour nous de couvrir tous les aspects. Puis, les jeunes libéraux sont toujours, évidemment, les bienvenus à venir s'asseoir avec nous. Pourquoi, pour toi, c'était important de justement accepter cette invitation-là? Ben, premièrement aussi, je pense que c'est important de préciser. Merci à vous pour l'invitation. Merci aussi, puis je te lève mon chapeau aussi de recevoir des gens qui pensent peut-être pas nécessairement comme vous à Génération Oui, parce que c'est important de donner la parole à tout le monde. Comme tu l'as dit, c'est des dialogues qui méritent, qu'on mérite d'avoir. Donc là-dessus, c'est à mon tour de te lever le chapeau. Moi, c'est important de venir parce que je pense qu'on doit faire connaître davantage la position nationaliste, la position autonomiste. L'autonomisme, c'est vraiment une façon qui est bien à nous, à la CAQ, d'être fiers d'être québécois, puis de prendre des mesures qui vont en ce sens-là. Donc, c'est très apprécié l'invitation aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Puis on aura justement l'occasion d'approfondir tout ça. Donc, pourquoi la CAQ est autonomiste, pourquoi je suis indépendantiste. On va pouvoir confronter ces visions-là. Mais d'abord, apprenons à te connaître un peu. Qu'est-ce qui t'a amené personnellement en politique? Moi, j'avais toujours eu cet intérêt-là de la politique qui venait de... J'écoutais les nouvelles, un de mes premiers contacts, comme plusieurs jeunes, j'imagine, avec la politique, ça a été les bye-bye. Je me suis dit, ben OK, ça a l'air drôle. Pourquoi? Là, j'ai commencé à me renseigner là-dessus, puis j'ai trouvé qu'il y en a tellement plus à connaître. Donc, je me suis intéressé à ça. Ça a été somme toute assez long avant que je décide de faire le saut. On ne savait pas comment. Puis d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, me dire que ça va donner de la visibilité
aux jeunes caquistes, aux jeunes en politique en général, c'est très important que les gens sachent que les ailes jeunesse, ça existe. Parce que nous, entre nous, c'est un petit monde, on se connaît tous, mais ça reste que c'est pas assez connu du grand public. Donc, pour la visibilité de la politique jeunesse en général, je pense que c'est important d'accepter les invitations. Moi, je suis devenu membre de la CAQ parce que je me disais, comment je peux faire pour pousser l'implication? Je suis allé sur le site, j'ai vu devenir membre, puis ça a pris une journée. Le président à l'époque, Kevin Brasseur, qui est un de mes prédécesseurs, qui était candidat dans Arthabasca-l'Érable aux dernières élections partielles qu'il y a eu là-bas, il m'a ajouté sur Facebook pratiquement tout de suite. Puis à partir de là, j'ai été invité à une activité qui était à Portneuf, la circonscription de laquelle je suis natif en plus. Je me suis dit, bon, c'est écrit dans le ciel, il faut que j'y aille. J'ai pas le choix. Donc, je suis allé à un événement, puis un autre, puis un autre. Puis là, ben, je me ramasse ici avec toi à parler de l'avenir du Québec. Très intéressant. Ça me fait penser, quand tu disais que tu es devenu membre de la CAQ, tu as cliqué, etc. C'est une petite anecdote, là, on ne s'étalera pas là-dessus, mais je pense que ça va faire sourire les gens. J'ai presque été membre de la CAQ. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être 15 ans, puis je voulais voir, je m'intéressais à combien ça coûtait tous les partis pour devenir membre. Puis la CAQ, c'était pas affiché en 2014-2015, quand j'avais 14-15 ans. C'était vraiment, je voulais voir si les partis plus de gauche étaient plus accessibles, etc. Là, j'étais déjà indépendantiste. Puis bref, je suis allé sur le site de la CAQ, puis là, je voyais pas le prix, fait que j'ai cliqué adhérer, j'ai rentré mes informations, je me suis dit après, ils vont me demander de payer. Puis finalement, c'était gratuit. Fait que là, ça m'a comme mis membre de la CAQ. Là, je les ai contactés en disant non, je veux pas. Je voulais juste voir le prix, fait qu'ils m'ont enlevé, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Ah, ben là, ça, c'était une erreur. Là. Il aurait fallu que tu restes membre. Ah, ben, va falloir que tu me convainques. Peut-être que tu vas y parvenir aujourd'hui. Justement, pourquoi la CAQ et pas un autre parti? Ben, c'est sûr que moi, quand on me demande toi, est-ce que tu es un Canadien, tu es un Québécois, mon premier réflexe, c'est toujours de dire moi, je suis un Québécois. Mais j'ai jamais été convaincu par non seulement l'indépendance, mais aussi le PQ. Ça m'a jamais convaincu les idées de ce parti-là. Puis moi, j'ai toujours été, j'ai un milieu agricole, j'ai toujours eu une vision plus centre-droit, donc assez centre, mais quand même vers la droite. Je me suis dit, je me reconnais vraiment dans ce que la CAQ propose, dans le projet de M. Legault. Mais je suis quand même très fier d'être québécois. Puis je sentais qu'à la CAQ, on avait beaucoup de place à la fierté. Puis c'est aussi un parti qui en a fait beaucoup pour les régions. Moi, je pense au Internet haute vitesse. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même branché Internet haute vitesse dans plusieurs régions du Québec qui ne l'avaient pas avant. Ça, c'est une victoire quand on y pense. On la prend presque pour acquise, mais c'est quand même très important. Donc moi, la CAQ, c'est le parti qui reflète toutes mes valeurs, finalement, en une entité politique. Oui, puis ça, je le salue. C'est un très bon coup de la CAQ. C'était nécessaire. Et bravo et merci de l'avoir fait parce que moi-même, je viens de la Mauricie. Fait qu'il y avait des coins qui étaient mal desservis. Toi, en tant que jeune Québécois aujourd'hui, là, c'est quoi les enjeux qui te concernent, qui te touchent, qui te préoccupent le plus? C'est sûr que, comme plusieurs jeunes Québécois qui regardent ça, moi, j'ai 27 ans, j'ai terminé les études. Il vient toujours l'enjeu de vouloir partir une famille. Il y a toujours aussi l'enjeu de conserver nos valeurs, notre qualité de vie en tant que jeune Québécois. Donc, je pense que c'est important de prendre les mesures pour conserver nos valeurs comme la langue française, la laïcité, ce que la CAQ a très bien fait, mais aussi conserver notre niveau de vie. Puis ça, selon moi, ça passe par des mesures qui encouragent les jeunes familles, disons, à avoir autant d'enfants qu'ils le souhaitent, notamment. Toujours donner le choix. Il ne faut pas non plus forcer personne à rien, mais c'est important qu'on puisse avoir le choix, puis avoir l'opportunité d'être propriétaire, puis de pouvoir vivre un peu le même niveau de vie que nos parents avaient. Et dans un contexte qui est particulier, qui évolue rapidement, c'est quand même quelque chose qui est plus complexe que ça l'a déjà été. Mm-hmm. C'est intéressant. Puis on pourra y revenir à différents éléments. Là. On fait vraiment je mets vraiment la table pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Je pense que c'est important avant de plonger dans le cœur du sujet. Donc toi, tu disais que tu es plutôt autonomiste et de centre-droit au niveau de l'économie, c'est ça? Ou, Exact. Niveau économie sociale également. Là. OK, c'est intéressant. Bon. On peut maintenant peut-être rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. On va parler évidemment de la CAQ aujourd'hui, donc le passé, le présent et l'avenir.
il y a quelques semaines, je me souviens pas de la date, là, c'était au retour des fêtes, François Legault annonce son départ. Toi, comment tu as vécu ça, ce moment-là? C'est sûr que c'est M. Legault, c'est quelqu'un avec qui on passe énormément de temps, qui a toujours eu, soit dit en passant, une excellente écoute envers les jeunes. Vous étiez proche de lui. Oui, il était toujours content de nous voir. Il nous recevait à son bureau. On organisait une visite à l'Assemblée nationale à chaque année. Il nous recevait dans le bureau. On avait eu une rencontre aussi à son bureau à Montréal au début du mandat. C'est le Il fun, venait ça. toujours, oui, absolument. Puis, il prenait toujours le temps de jaser avec nous. C'est un chef, un premier ministre qui croyait fermement en ce qu'il faisait. Il y avait des... Puis il y a toujours, en fait, des convictions. Puis, c'est sûr que cette nouvelle-là, c'est quelque chose... On est resté un peu bête sur le coup. On était comme, oh, ça change un peu le narratif, ce qui s'en vient avec le parti. Mais je l'ai vu après qu'il ait annoncé sa démission. On avait un rassemblement à Trois-Rivières. Puis il semble serein avec ça. Je pense qu'il a confiance en l'avenir. On a confiance en l'avenir. On s'est dit, bon, maintenant qu'il a quitté, la relève doit prendre ce qu'on a appris avec lui, les valeurs que M. Legault, finalement, en fondant le parti, prônait, et se dire, nous, notre job, c'est de s'assurer que ça persiste. Puis la CAQ, c'est un parti de coalition. Je pense qu'on va avoir une bonne collaboration avec tous les intervenants du parti là, à partir de maintenant. Je le sentais effectivement très à l'écoute de la commission relève de la CAQ. On le sentait qu'il était présent au rendez-vous, qu'il prenait le temps d'échanger avec vous. Ça doit être vraiment plaisant, justement, quand on milite dans une aile jeunesse puis qu'on a accès au plus haut pouvoir, finalement, le premier ministre du Québec, puis qui nous écoute puis qui prend le temps de dialoguer. Oui, puis c'est aussi quelqu'un qui s'intéressait aux gens, il posait des questions. Juste apprendre à connaître les gens de point de vue personnel. Il était très bon avec les militants, avec les gens, puis à l'écoute, non seulement de la relève, mais aussi de tous les militants. Puis, on le sait, c'était un horaire chargé d'être premier ministre, mais il y avait tout le temps son petit moment là, où il passait nous voir dans les congrès, un discours. Puis, justement, on a prévu le rencontrer avant son départ pour justement échanger une dernière fois avec lui. Puis, on sent que ça pourrait être un honneur de pouvoir rencontrer le premier ministre aussi souvent, mais j'ai l'impression que c'est autant un honneur pour lui de pouvoir parler à sa relève, puis on le sent qu'il est fier de voir les jeunes s'impliquer dans le parti. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il quitte cette année avant les élections? Il a dit énormément de fois qu'il allait rester, donc c'est sûr que ce genre de choses, on sait que c'était pas impossible. On savait que c'était pas impossible que ça arrive, mais personne s'y attendait. Quand il l'a annoncé, c'était un peu un choc. C'est sûr que nous, notre premier réflexe, ça a été pendant 2-3 jours de relayer des bons souvenirs qu'on avait avec lui. Puis après ça, on s'est dit, bon, on se met au travail parce que nous, notre travail continue. On doit continuer à justement faire nos propositions. On travaillait déjà sur plusieurs projets, plusieurs événements, plusieurs projets de contenu. Donc c'est bon, on se remet au travail, mais ça nous a donné un petit boost d'énergie, de dire on le fait pour justement, pas en tant qu'hommage, mais par respect pour ce que M. Legault a établi. On veut aller plus loin dans c'est quoi le caquisme, finalement. C'est intéressant, ça, parce que c'est deux points de vue. Moi, faisait des mois que, depuis la partielle d'Arthabasca, au moins, là, on peut retrouver des archives de moi qui dit que M. Legault allait quitter. Pour moi, c'était clair, mais je comprends aussi que de l'interne, il y avait cette volonté-là de se battre, là, comme je pense qu'il disait, là, qu'il voulait rester puis s'accrocher, puis on y croyait, mais je voyais pas avec le contexte comment il pouvait rester. M. Legault, c'est quelqu'un de très combatif, très compétitif. Et c'est sûr qu'il a réfléchi énormément avant de prendre sa décision de quitter. Puis dans les discussions que j'avais eues avec lui, il m'avait dit, moi, je me lève le matin, puis je me dis, est-ce que je prends la meilleure décision? Si la réponse est oui, je continue. J'imagine que c'est exactement la même réflexion qu'il y a eu, de se dire, de se lever un matin en se demandant, est-ce que c'est quoi la meilleure chose à faire pour l'avenir du parti? Et j'imagine que c'est dans cette réflexion-là qu'il s'est dit, bon, c'est le temps pour moi de quitter, j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Et il a fait beaucoup de bonnes choses et on remercie pour ça. Mais s'il a senti que c'était le moment pour lui de quitter,
c'est parce que c'était, selon lui, la meilleure chose à faire pour la CAQ et pour le Québec. T'es pas obligé de te mouiller, mais je te pose quand même la question parce qu'elle me vient à l'esprit. Est-ce que tu penses que, de ton point de vue en tant que militant, jeune caquiste, on en parlait avant de commencer, tu t'impliques beaucoup d'heures par semaine, là, on pourrait même pas les compter tellement qu'il y en a. Est-ce que tu penses que c'était la bonne décision? De ton point de vue, est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce qu'il l'a bien fait? Moi, je pense que... En fait, je respecte sa décision de quitter. Je pense que ça lui appartenait à lui et à lui seul. Ça a créé une effervescence. Il y a eu énormément de gens qui ont commencé à s'intéresser à la campagne à la direction de la CAQ. Donc, est-ce que c'était la bonne chose pour le parti, c'était la bonne chose pour le parti de quitter? Je pense que s'il a choisi de partir à ce moment-là, c'est parce qu'il estimait que c'était la bonne chose à faire. Puis, évidemment, c'est le fondateur, c'est difficile de se départir un peu de la personne qui est derrière le parti, mais ça a quand même donné une énergie, un débat d'idées. Est-ce que c'est la meilleure chose? Ça, l'histoire le dira. Mais moi, je suis derrière M. Legault. Je pense que s'il a décidé de partir, c'est parce qu'il sentait que c'était la meilleure chose à faire pour son parti. Sur le nationalisme puis le rapport au fédéral, donc sur l'autonomisme. C'est quoi, selon toi, le plus grand héritage de François Legault? Il y a eu énormément pendant son mandat et 3 ans, beaucoup de gains en termes d'identité. On a notamment renforcé tout ce qui est langue française avec, le nom m'échappe, la loi... 96. La loi 96, exactement, puis la loi 21 pour la laïcité, qui est quand même une valeur forte pour les Québécois. Donc, moi, je pense que c'est vraiment dans tout ce qui est identitaire qu'on s'est vraiment démarqué. Puis, c'est une de mes raisons d'être à la CAQ, c'est de dire nos valeurs québécoises de la langue et de la laïcité, c'est un peu ce qui nous définit. Puis on a renforcé ça, on s'est assumé en tant que nation distincte dans le Canada. D'ailleurs, ça a été dit aussi là, dans la charte canadienne, que le Québec est une nation distincte qui se démarque du multiculturalisme canadien. Dans la charte canadienne, c'est-à-dire... Dans le préambule, ça a été noté. Est-ce que c'est... j'ai pas tout suivi, puis je veux être sûr de bien comprendre. Je sais qu'ils ont inscrit des articles, le gouvernement du Québec, dans la Constitution canadienne, un peu, dans la Constitution du Québec à l'intérieur de la Constitution canadienne. En fait, dans le préambule, tout ce qui concerne le Québec, peut être modifié de façon unilatérale. Le Québec peut choisir de modifier ce qui la concerne. Puis il y a aussi eu, à quelques reprises, notamment avec la laïcité, l'utilisation de la clause dérogatoire, qu'on est en plein droit, on peut faire de plein droit, selon moi. Donc, on a pris quand même ces mesures-là pour dire au reste du Canada, nous, au Québec, on est une nation distincte, puis on vit différemment des provinces canadiennes et d'Ottawa, disons. Okay. Ben, c'est intéressant. Je ferai plus mes recherches pour mieux tout saisir, les tenants et les aboutissants. Mais au fond, dans ce que j'en comprends, c'est que nous, on l'a inscrit dans le document, mais le fédéral ne le reconnaît pas nécessairement là, qu'on est une nation. Ben, en fait, on a pu modifier, on a ajouté dans le préambule. Dans la partie qui nous concerne. Dans la partie qui nous concerne. Donc, ça reste que c'est un document que tout le reste du Canada lit et qui concerne, mais ce sont les parties qui concernent les compétences provinciales. Très intéressant. Je prends un petit moment dans l'épisode pour remercier du fond du cœur les Oui-Québec qui nous permettent justement d'enregistrer cet épisode. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et je vous invite surtout à les suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et aller voir leur site Internet. C'est une excellente façon, si vous voulez vous impliquer. Parce que là, il y a une fenêtre historique pour faire l'indépendance. Donc, les Oui-Québec, vous pouvez vous impliquer avec eux. Ils font une série d'événements incroyables partout à travers le Québec. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller les suivre, au moins sur Instagram. Donc, Oui-Québec, retenez ça. En faisant mes recherches, je me suis souvenu que 2015, si je nous replonge dans le temps, Philippe Couillard est au pouvoir, ça fait 1 an. Il est majoritaire, donc les libéraux sont au pouvoir.
Le Parti québécois, ça va plus ou moins bien à ce moment-là. Il y a une élection fédérale qui est décevante, encore une fois, pour les indépendantistes à ce moment-là. Le Bloc québécois qui fait élire plus de députés qu'à la précédente élection, mais quand même récolte peu d'appui par rapport à ce qu'il avait connu. Et là, François Legault nous parle d'un nouveau document. Ça s'appelle « Un nouveau projet pour les nationalistes du Québec ». Et là, là-dedans, il nous présente plusieurs demandes qui dit, dans le fond, son plaidoyer, se dit, regardez, si on ne veut pas avoir les libéraux à vie au pouvoir, il faut constater que l'indépendance est en déclin. Les Québécois ne veulent pas en entendre parler. Il faut unir les nationalistes derrière une grande coalition, et cette coalition, c'est la CAQ. Et nous, on présente un nouveau projet. Puis ce projet-là, c'est donc dans le but de faire des gains à l'intérieur du Canada, donc de faire avancer le Québec, ce qui est évidemment très louable. Puis là, je peux en citer quelques-unes, je ne vais pas tous les citer, là, j'en ai noté plus qu'il ne fallait, mais par exemple, c'est assez consensuel, en langue et culture, rapatriement des budgets fédéraux en culture, l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales, en immigration, contrôler 100% de notre immigration, sauf les réfugiés, si je ne m'abuse, sur la fiscalité, transférer des points d'impôt au Québec, une déclaration de revenus unique, l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser. Puis là, ça continue comme ça là, pour la sélection des juges, etc. Bon. Fait que ça, il y a 21 demandes dans ce document-là. François Legault aura été premier ministre pendant presque 8 ans, 2 mandats majoritaires, super majoritaires, même avec 90 députés, sont 125. C'est quoi le bilan de ces demandes-là? C'est sûr qu'au niveau de ces demandes-là, moi, j'ai constaté au niveau de la CAQ le travail qu'on a fait pour affirmer le Québec. Puis je peux dire que c'est un bilan duquel on peut être fier. Pour ce qui est de ces 21 demandes-là, c'était un projet que M. Legault avait. Puis il y a eu des gains. C'est sûr que pour les demandes dont tu parles, c'est plus compliqué, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Puis moi, je te relancerai peut-être avec une question. Absolument. Le bilan du PQ, 2 référendums, deux échecs référendaires, donc c'est sûr que... Puis c'est pas faute d'avoir essayé, il y a eu beaucoup de mobilisation. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Puis moi, ce que j'ai constaté, c'est un premier ministre qui a travaillé très fort pour l'intérêt des Québécois, qui a travaillé très fort pour faire des gains. Et il y en a eu. Il y en a eu au niveau identitaire. Puis moi, je pense que c'est un bilan, la CAQ. On peut être fier de ça. Oui, puis ça se vaut complètement. Moi, c'est sûr que je dois poser la question parce que c'est le sujet de notre épisode. Puis quand j'ai demandé aux gens dans les questions du public quelle serait la question que vous voudriez demander, c'est pas mal ça qui revenait. Puis j'en ai d'autres par rapport à ça. Mais tu as dit quelque chose d'important. C'est pas faute d'avoir essayé. Puis ça, je pense que c'est fondamental. Puis je vous le donne, puis je vous lève mon chapeau. Vous l'avez essayé. Je pense qu'il y avait une équipe compétente, qu'il y avait une équipe responsable, puis une équipe qui voulait. Je pense qu'il n'y a personne au Québec qui peut douter une seule seconde. Là, puis malgré ce qu'on entend de vos adversaires, notamment au Parti libéral, qui disent, bon, je ne rentrerai pas là-dedans, ils le diront eux-mêmes, mais moi, je ne doute pas de votre bonne foi. Je ne doute pas que vous avez travaillé fort pour obtenir ces gains-là, puis je pense que c'est des demandes... Caroline, moi, je vois ça, le rapport d'impôt unique au Québec, rapatriement des pouvoirs en culture, je me dis, ça serait tellement génial, tu sais, puis ça fait des années qu'on lutte pour des choses comme ça au Québec. Mais qu'est-ce qui fait que ça bloque au final? Moi, je pense qu'il y a d'une façon, puis ça me regarde que moi ou l'analyse que j'ai fait avec certains membres de la relève, on pourrait revoir un peu notre rapport, avec l'État fédéral, dans le sens où, puis ça, c'est aussi un défaut qu'on peut noter au PQ, d'avoir énormément, d'être tout le temps dans la confrontation. Puis là, le contexte a changé, le contexte évolue assez rapidement, puis je pense qu'on était dans un bon moment pour l'autonomisme, pour jouer un peu dans le jeu de la fédération différemment. Dans le sens où, avec le contexte qui est tendu, la volonté du gouvernement fédéral, puis ils l'ont dit de façon assez claire, ils veulent investir davantage dans la défense. Donc, c'est sûr que
un moment où on peut profiter de ça pour dire investir dans la défense au lieu d'investir dans, disons, les missions sociales qui nécessitent finalement le pouvoir fédéral de dépenser. Donc, en faisant ça, on peut se réapproprier davantage nos compétences sociales. Et ça, ça pourrait être un game, mais il faut qu'on fasse comprendre à l'État fédéral qu'est-ce qu'eux ont à gagner. Parce que là, en ce moment, il y a l'espèce de « vous voulez que je vous donne ça, mais il n'y a rien en échange ». Mais si on arrête de dépenser dans les missions sociales, on peut davantage investir, par exemple, dans la défense, qui va être de plus en plus nécessaire et qui est de la volonté assumée du Canada d'investir là-dedans. Donc, on peut, en faisant ça, venir chercher des gains, mais pour ça, on doit non seulement faire comprendre à Ottawa qu'ils ont quelque chose à gagner là-dedans, mais aussi, ça je pense que c'est le deuxième volet, il faut qu'on se fasse allier des provinces canadiennes. Parce que là, on s'est beaucoup aliénés. Si on se dit, bon, on veut tous avoir plus de pouvoir au provincial, ce qui, je pense, est un courant qui est en train d'avoir lieu un peu partout au Canada. Si on se dit, regardez, on veut tous, disons, limiter le pouvoir fédéral de dépenser, ben on peut se mettre ensemble, dire, regardez, nous, on est tous d'accord. Faudrait peut-être que vous concentriez sur vos compétences à vous. Donc, il y a quand même des gains à faire si on revoit un peu le rapport entre les États fédérés puis aussi avec le fédéral. Donc, puis là, on est dans le cœur du sujet. Puis je te l'ai dit avant, puis mon but, c'est vraiment pas de te piéger, c'est vraiment d'amener la discussion puis de réfléchir ensemble. J'ai ma position, tu as ta position, puis c'est ça qui rend l'échange intéressant. Absolument. Mais donc, moi, j'ai l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, mais le gouvernement du Québec, sous François Legault, il en a mené des fronts communs avec les autres provinces pour justement les transferts en santé. De dire, hey, là, le déséquilibre fiscal là, en santé, ça suffit. Nous, on a besoin de cet argent-là parce que dans nos hôpitaux, partout à travers le Canada, ça va pas bien, puis c'est le cas au Québec. Puis on a besoin de cet argent-là. Il a mené ce combat-là avec les autres provinces, puis ça, encore une fois, en bon français, choqué, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on tire de ce résultat-là? On avait un contexte qui était différent avec un premier ministre qui était différent. C'est le même parti, naturellement. Avec Justin Trudeau. Exactement. Mais le contexte était différent. Puis je pense que le vent a tourné un peu dans le sens où c'est plus nécessaire que jamais pour le fédéral, je pense, d'investir dans ses compétences à lui. Donc, c'est pas une question de ne pas avoir essayé, c'est pas une question non plus de la façon dont c'était fait, c'est probablement plus une question de contexte, selon moi. Puis, dans l'avenir, je pense qu'on a avantage à réessayer une collaboration entre les provinces. Ben oui, c'est sûr qu'on est plus fort face au gouvernement fédéral. Absolument. Mais puis ça a été essayé, c'est ça. Mais donc, toi, tu t'en tires comme conclusion, c'est pas la faute du gouvernement du Québec, je suis d'accord avec toi. C'est pas donc la faute d'avoir essayé, mais c'est plus le contexte. C'est sûr que Justin Trudeau était plus centralisateur avec peut-être un Pierre Poilievre, peut-être qu'il aurait accepté cette demande-là. Je pense qu'il était favorable. Mais c'est sûr que, bon, M. Poilievre, moi, au niveau fédéral, mais disons que ma décision se fait toujours en fonction du contexte. Donc, je n'ai pas d'allégeance particulière au niveau fédéral. C'est sûr que moi, je vais toujours essayer d'y aller dans une optique de qu'est-ce qui est le mieux pour le Québec. Je pense que M. Corney est quand même peut-être plus enclin à nous laisser de l'espace pour ce qui est de nos compétences, mais ça va être à tester éventuellement. Mais je pense que l'option autonomiste, il y a encore plusieurs voies à explorer, des fois peut-être même à réexplorer avec le contexte qui est différent. Puis, c'est sûr qu'on n'est pas... on peut pas choisir avec qui on collabore, dans le sens où nous, on peut voter, mais ultimement, c'est partout au Canada, puis le premier ministre canadien dépend pas juste du Québec. Mais c'est important d'avoir en tête, selon moi, quand on est Québécois et on vote, qu'est-ce qui bénéficie le plus au Québec.
OK, puis je l'entends, puis je te le donne. C'est sûr que Justin Trudeau, ça fait partie des plus centralisateurs. Il s'en cachait pas. Il a dit à François Legault des noms assez clairs puis assez... moi, je trouvais ça méprisant, là, comment qu'il disait. Là. Il supposait que François Legault faisait ça pour faire des gains politiques. Là. J'ai écouté encore une entrevue hier là, dans les archives. Je trouvais ça dommage. Là. En plus d'un quelqu'un qui est issu du Québec, là, Justin Trudeau, il faut le dire. Mais mettons, là, Justin Trudeau, il n'est plus là. Là, on a Carney, on aurait pu avoir Poilievre. On peut avoir des premiers ministres plus décentralisateurs. Puis encore là, il faut voir ce que le Canada peut nous offrir là-dessus, parce qu'à part Brian Mulroney, ça reste que des Trudeau, il va toujours en avoir. Que ce soit des vrais Trudeau ou d'autres gens dans cette lignée-là. T'as pas l'impression qu'au final, il va y avoir des reculs en arrière, puis c'est un combat qui va être constant à l'intérieur du Canada, de devoir se battre pour des choses. Tu sais, les demandes que j'ai citées, c'est des excellentes demandes. Tu sais, c'est un bon projet là, sur papier. C'est des choses qui étaient même consensuelles au Québec. Là. Je pense que 70% des Québécois appuieraient ça là, s'il y avait un référendum. Fait que t'as pas peur qu'il y ait un recul si, par exemple, un autre premier ministre comme Justin Trudeau revient au pouvoir? C'est important à ce moment-là d'avoir quelqu'un, puis bon, évidemment, moi, je suis caquiste, je suis biaisé, mais c'est important d'avoir quelqu'un de nationaliste, quelqu'un qui va toujours vouloir se battre pour les intérêts du Québec. Donc, ça, c'est assez important. Mais quand je regarde le contexte mondial, puis aussi le projet de souveraineté, parce que je sens que tu veux m'apporter vers mon opinion là-dessus, je pense que c'est pas quelque chose qui est nécessaire de vraiment pouvoir s'identifier comme un pays. Dans le sens où il y a énormément de choses qu'on peut faire à l'intérieur de la fédération tant qu'on est un premier ministre ici qui est prêt à défendre les intérêts nationaux. Mais est-ce que c'est nécessaire de dire le Québec doit être un pays pour assumer son identité, pour protéger ses valeurs, alors que quand je regarde ça, la CAQ, avec son nationalisme très assumé, a fait des gains sur le français, a fait des, en fait, pour protéger la langue française, a fait des gains pour protéger la laïcité. Puis, pratiquement tous les Québécois, quand on leur parle, ils se disent québécois, ils sont fiers d'être québécois. La culture québécoise, avec les... On parlait un peu plus tôt des Cowboys fringants à peu près tous les Québécois connaissent au moins une ou deux chansons des Cowboys fringants. J'ose espérer. J'ose espérer aussi. Les gens sont fiers d'être québécois. Ils n'ont pas besoin d'avoir un pays pour ça. Puis, c'est un projet qui viendrait avec une incroyable turbulence pendant au moins 5 ans, selon moi. C'est pas quelque chose qui est nécessairement souhaitable, mais ça n'empêche pas les gens d'être fiers d'être québécois. Les gens sont contents de leur identité, sont fiers, parlent français, sont fiers de la laïcité. Donc, est-ce que c'est une nécessité d'être un pays? J'ai pas Absolument été pas. convaincu de ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On n'a pas besoin d'attendre d'être un pays pour être fier d'être québécois. Je suis fier d'être québécois, puis on n'est pas un pays. Est-ce que je vais être encore plus fier quand le Québec va avoir des délégations, des ambassades partout à travers le monde? Oui. Est-ce que je vais être plus fier quand le drapeau du Québec va flotter dans les grandes instances internationales? Évidemment. Est-ce que je vais être plus fier quand le Québec va faire son entrée pour la première fois dans les grandes compétitions sportives internationales? Évidemment. Imagine la délégation aux Olympiques. Là, on aurait eu une des meilleures délégations en ce moment, là, parmi toutes les délégations. La fierté que je porte aujourd'hui, le chandail d'équipe Québec. On est encore dans les Olympiques, puis je veux souligner l'extrême effort de tous les athlètes, évidemment, de partout à travers le monde, mais spécialement les gars et les filles de chez nous qui ont tout donné puis qui nous ont fait vibrer. Bien, imagine s'ils avaient eu cet uniforme-là. Imagine avec le drapeau du Québec. Fait que ça, c'est pour le bout de la fierté. Puis par rapport à maintenant, pourquoi on veut un pays? Est-ce qu'on est tanné au Québec d'avoir des chicanes provinciales, fédérales? Est-ce qu'on est tanné de mettre du temps, de l'énergie, des efforts à demander ce qui nous semble? Puis j'imagine que pour toi, puis pour moi aussi, je partage, peut-être que tu vas partager mon avis, pour moi, c'est le minimum, ça. T'sais, pour moi, si je me dis, ça va de soi que le Québec gère son immigration, ça va de soi que le Québec gère tous les pouvoirs puis le budget en culture, qui applique la loi 101 partout au Québec, qui puisse avoir un rapport d'impôt unique. Pour moi, ça va comme de soi. Puis de aller
travailler puis mettre toute cette énergie-là, puis je le salue de la part de la CAQ, parce que vous l'avez fait, puis c'était un grand effort, puis il fallait le faire, puis c'est ça, vous l'avez bien fait. Mais quand on se fait dire non à répétition, je me dis, on perd tellement d'énergie alors qu'on pourrait juste collaborer. T'sais, on pourrait juste collaborer d'État à État. Ça ne sera pas parfait non plus, là. On ne va pas tout régler avec l'indépendance, mais au moins, on va arrêter de perdre cette énergie-là. T'en penses quoi de ça? Bon, il y a quand même énormément de choses qui ont du sens dans ce que tu dis, mais il ne faut Merci. pas oublier aussi les compétences fédérales où c'est quand même beaucoup plus pratique d'être un grand tout. Moi, je pense notamment, évidemment, à la défense, où ça va être de plus en plus nécessaire avec un voisin, disons, qui est pas le plus sympathique. On peut s'entendre là-dessus, je pense. Puis bon, c'est pas pour brandir l'espèce d'épouvantail puis dire Non, mais on est là pour ça. C'est ça, c'est la seule option valide à cause de Trump. Mais quand même, il faut noter qu'il y a plusieurs, puis la Poste aussi, la monnaie, ça apporterait énormément de questionnements, d'incertitudes, puis dans un monde qui, en ce moment, est assez clivé, on s'entend. Est-ce qu'on veut encore plus diviser? Rendu là, moi je ne crois pas. Puis, l'espèce de rapport d'égal à égal, qui est un peu aussi une vision que certains partis autonomistes ont eue, comme l'Union nationale de Daniel Johnson. Égalité ou indépendance. Exactement, égalité ou indépendance. Un des premiers livres que j'ai lus que j'adore. Et je pense que c'est pas nécessaire d'avoir le statut de pays pour pouvoir se parler d'État à État. Mais il y a l'esprit de fédération, de collaboration où le Québec est distinct, mais ça vaut la peine de garder de garder un rapport avec Ottawa. C'est plus prudent, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire, puis et faire de la plaventrisme, puis finalement accepter tout de la part d'Ottawa. Moi, je pense que c'est important de dire le Québec est une nation distincte. On consent à faire partie d'un tout, qui est le Canada, mais il faut reconnaître notre statut. On est quand même parmi les peuples fondateurs, les Canadiens français. Donc, c'est important de respecter ça, puis de dire au Québec, c'est comme ça qu'on vit. C'est pas nécessaire d'avoir un pays, puis de devoir revoir toutes les institutions fédérales parce qu'on décide qu'on veut rompre tous les liens. Puis je l'entends, mais tu sais, puis je vais essayer de me souvenir de tout ce que tu as dit. Là, on va dans plusieurs sens, autant moi que toi, là, puis c'est bien correct. Je pense que c'est intéressant. On est là pour ça, puis je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Puis franchement, bravo, tu t'exprimes super bien. Par rapport au nouveau pouvoir qu'on devrait gérer dans le cadre d'un Québec indépendant, tu as nommé par exemple les postes. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui pense qu'on ne serait pas capable d'avoir Poste Québec, par exemple? Moi, je pense pas. Je pense qu'on serait suffisamment d'accord pour dire qu'on serait capable de faire ça. Après ça, l'armée. Bien, l'armée, on paye déjà pour ça. On envoie, puis tu seras d'accord, j'imagine, aussi avec ça, qu'on envoie une bonne partie de nos impôts à Ottawa puis de nos taxes, qu'on le finance, notre juste part de nos services qu'on reçoit. Là. Fait que dans un Québec indépendant, est-ce qu'on aurait une armée commune? C'est une possibilité. Est-ce qu'on aurait une défense québécoise, donc plus d'armée canadienne? C'est une autre possibilité. Tu sais, on risque, puis là, mettons, on remonte dans l'histoire en 95. Ce qui était prévu, c'est qu'on négocie avec le gouvernement fédéral. On part effectivement avec une partie de la dette, mais on part aussi avec une partie des infrastructures qu'on a payées, des actifs. Donc, tout l'équipement, toutes les bases au Québec, ça fait partie des négociations. Fait qu'on part pas de rien, là. Puis surtout, moi, ce que j'aimerais dire, cette peur-là de notre voisin du Sud, on va se le dire franchement, là. On va se le dire franchement. Demain matin, Donald Trump décide que le Canada devient le 51e État, puis il décide de le faire par la voie de la force. Ce n'est pas l'armée canadienne qui va le bloquer. C'est impossible. Quand on regarde au niveau des effectifs, de l'équipement, du budget, l'armée canadienne,
arrive même pas aux genoux de l'armée canadienne. Puis je le dis pas, je suis pas fier de ça, là, je suis pas content de ça, mais ça reste qu'il faut constater la réalité. L'armée canadienne s'est toujours tenue derrière l'armée américaine en se disant, justement, jusqu'avant ça, ben on est correct, on a les États-Unis à côté de nous. Là, on peut plus dire ça. On peut plus dire ça, puis il y a un stress qui vient avec ça, puis je l'entends. Mais qu'on soit indépendant ou non, ça change rien à ce niveau-là. Je change rien. Je pense quand même on serait plus fort tout le monde ensemble que le Québec seul. Puis c'est un peu aussi ma réflexion au sens que la fédération, c'est... Puis moi, le sens que je donne à une fédération, c'est que c'est pas plein d'États pareils, parce que sinon, ça serait juste un gros État. On va aux États-Unis, par exemple, le Massachusetts puis le Texas, pas du tout la même chose, là. Donc, je pense que c'est aussi important de dire, c'est pas parce qu'on est tous dans un même pays, dans une même fédération, que tous les États sont semblables. Cela dit, est-ce qu'on veut se lancer dans la turbulence de tout changer, de tout devoir travailler? Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Je te l'apprends pas. On dit beaucoup le fameux grand soir. Puis, à certains moments, j'ai l'impression que c'est un peu ce que le PQ vend à certains militants. Et il faut qu'on se dise, on négocie avec Ottawa une fois admettons qu'il y avait un référendum. Une négociation avec Ottawa, c'est énormément de temps, c'est très clivant. Puis je pense qu'un référendum qui, peu importe le résultat, va avoir comme effet de diviser beaucoup les Québécois en dedans. Donc là, on se retrouve divisé en dedans. On se retrouve également dans le cas d'une défaite, à avoir quand même un rapport qui va être un peu étrange avec Ottawa, à un moment où la polarisation est déjà présente un peu partout. Donc, ça viendrait, selon moi, accentuer beaucoup de tensions qu'on peut tout simplement s'éviter. Mais c'est pas pour autant qu'on doit dire, ben, on va faire comme Ottawa, puis on va reculer on va faire comme le Canada, en fait, puis reculer sur certains gains qu'on a eus. Je pense que c'est important, justement, qu'on soit au Québec les remparts de ces valeurs-là, et on peut en faire la promotion, on peut les défendre maintenant, mais dans un monde qui est déjà tendu, je pense que de garder une certaine unité au sein du Canada, que toutes les provinces acceptent qu'elles sont différentes, mais décident de collaborer, ça reste, selon moi, le meilleur système. Et je suis pas convaincu que d'aller dans un processus de sécession est nécessairement quelque chose qui serait souhaitable. OK, puis je l'entends, puis je veux revenir sur les deux arguments principaux que tu sembles dégager. Donc, il y a la turbulence et les tensions. Bon, allons-y avec les tensions. Ce que tu dis, c'est, puis corrige-moi si je me trompe, si on va vers un gouvernement du Parti québécois, par exemple, qui fait un référendum sur l'indépendance du Québec, comme ça s'est fait 2 fois dans le passé, ça va nous diviser. À ça, j'aimerais dire, ben c'est ça la démocratie. En ce moment, on s'assoit, toi puis moi, on pense pas pareil, puis je sais pas pour toi, tu me diras, mais moi, j'ai pas envie de te frapper, j'ai pas envie de te sauter à la gorge, j'ai pas envie... Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va très bien, puis je suis convaincu, je te l'assure, que jusqu'à la fin, ça va continuer à bien aller, puis moi, je suis très content de discuter avec toi, puis ça serait la même chose avec un fédéraliste, qui serait pas autonomiste. On se comprend. On se comprend. Donc, il y a 3 voix. Exactement. Puis donc, c'est ça, fait que cette tension-là, moi, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre. Oui, ça peut mener à des discussions passionnées, mais dans la vie, la passion puis les discussions passionnées, pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Puis quand on regarde les 2 autres expériences qu'on a, comme référendum au Québec, il n'y a pas eu de violence, là. Ça s'est bien passé. C'est un cadre démocratique où les gens se prononcent. Oui, des fois, c'était tendu, puis oui, des fois, ça amenait à des discussions passionnées. Mais à la fin de la journée, on est tous Québécois, puis on accepte la démocratie, puis c'est exceptionnel, ça, dans notre ADN, de pouvoir faire ça, puis même les fédéralistes le disent. Puis c'est ça, les élections, c'est la même chose. Quand il y a des élections, c'est aussi passionné, c'est aussi tendu, puis des fois, le ton monte à la table, puis à la fin de la journée, ben, on accepte la démocratie. Vous avez amené aussi, vous, à la CAQ, des projets qui pouvaient être accusés de diviser
Par exemple, la loi 21, moi, je pense pas qu'il faut s'empêcher d'avoir un débat parce qu'il y a 2 camps. Tu sais, OK, il y a 2 camps, parlons-en, essayons de trouver des compromis, essayons de trouver une voie de passage où on choisit un camp, vous l'avez fait, puis je pense que des fois, à la fin de la journée, il faut trancher. Fait que ça, moi, l'argument de la division puis de la tension, je me dis, en démocratie, c'est normal qu'il y ait des gens qui pensent pas pareil puis qui veulent apporter un changement. Ça peut être audacieux, mais des fois, ça prend de l'audace dans la vie. Fait que je te laisserai répondre là-dessus, puis après ça, on ira aux turbulences. Absolument. Je suis d'accord. La démocratie, il peut pas y avoir que des gagnants. On est d'accord. Là où je pense qu'il faut mettre une certaine nuance, c'est qu'un référendum, en 95, par exemple, il y avait quand même une espèce de mouvance nationaliste avant que ça arrive. Puis là, je suis d'accord que ça revient. Les jeunes sont de plus en plus fiers d'être québécois, de leur culture, avec les jeunes artistes. Mais le contexte actuel dans le monde, je le vois comme assez clivant en ce moment, plus que jamais. Donc, je pense pas que d'aller vers un référendum qui, selon moi, n'est pas nécessaire, serait totalement judicieux. Je pense pas qu'on a besoin d'ajouter d'autres questions tranchantes au contexte social et même politique actuel, qu'on voit qu'il y a une montée de... en fait, les deux extrêmes, le montée d'une extrême en provoque une autre. Il y a quand même des tensions un peu partout dans le monde, puis avec justement les États-Unis à côté, puis on a on a moins de facilité à se parler. Je pense, je regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de débordements, puis on le voit, on constate, c'est un phénomène. Puis il n'y a pas de référendum. On n'a pas besoin d'avoir un référendum. Dans la vie, il y a des débats. Oui, absolument, il y a des débats, mais je vois pas la nécessité d'amener un débat, un référendum finalement qui aura pour effet de diviser, puis ça, c'est peu importe le résultat. C'est ça qui m'inquiète, de dire si le oui l'emporte, c'est sûr que ce ne sera pas une victoire fracassante, donc on aurait quand même une bonne partie des gens au Québec qui seraient fâchés de ça, qu'on entame cette espèce de processus-là avec les turbulences. Puis si c'est perdant, il va y avoir aussi énormément de frustration parce que c'est pas une question qui se règle facilement. Là. Sur moi, ce serait pas quelque chose de décisif. Puis je regarde comment l'État québécois est en ce moment. Les gains qu'on a réussi à faire à la CAQ, je prêche pour ma paroisse de façon laïque, évidemment. Mais je vois ça aller puis je me dis, est-ce que c'est nécessaire de se poser la question? Moi, ma position, c'est que dans l'état actuel, on a réussi à établir cette fierté-là, puis à s'exprimer, même si on fait partie de la Fédération canadienne. Bien, j'entends, puis c'est sûr que si on n'est pas indépendantiste, on ne veut pas un référendum juste pour le plaisir. Fait que je comprends absolument ta position là, de dire, ben, si moi je ne veux pas l'indépendance, je ne veux pas de référendum. Après ça, sur la division qui s'accrée, on ne sera pas d'accord. Moi, je pense qu'en démocratie, il y a des tensions politiques, puis à la fin de la journée, c'est comment qu'on gère ça. Faut juste pas aller vers le côté américain, mais on a un côté très démocrate au Québec, puis on peut s'en réjouir. Puis moi, j'ai aucun doute que les Québécois vont être capables de discuter calmement et sereinement face à ce choix-là qui est fondamental. Puis pourquoi qu'on va vers ça? Puis ça sera aux gens de décider, hein? C'est pas à moi ou à toi de décider si on va avoir un référendum. On a notre voix, puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui, mais ce sera aux Québécois et aux Québécoises de décider. Mais comme Québécois, je me dis, parce que tu dis, je pense pas que c'est nécessaire de faire un référendum, ben moi, je me dis, quand le fédéral refuse 21 demandes au gouvernement du Québec, 21 demandes consensuelles, moi, je me dis, ben on est peut-être rendu là. Mais ça, on peut être en désaccord, puis c'est tout à fait normal. Sur les turbulences, maintenant. Bon. Moi, j'habite pas chez mes parents, je sais pas pour toi, puis c'est pas ça le sujet de la conversation, mais quand on déménage, fait que si tu me dis que tu n'habites pas chez tes parents, tu sais que quand on déménage, il vient un moment de turbulence.
il vient un moment qu'on n'a pas le même confort que chez nos parents. Parce que là, il faut payer un loyer. Hein? Puis on sait que ça coûte cher en ce moment, les loyers. Ou sinon, il faut s'acheter une maison, puis ça aussi, c'est bonne chance. Après ça, il faut tout acheter. Tu sais, les meubles, la vaisselle. Il faut tout acheter. Là. Puis ça reste qu'on n'a pas le confort d'une maison si on est en loyer. Fait qu'il y en a des turbulences. Mais est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce qu'après ça, on est chez soi? Est-ce qu'après ça, c'est nous qui décidons comment ça fonctionne chez nous? Qu'on a notre toit, notre maison, notre loyer, puis qu'on peut inviter qui qu'on veut, quand on veut, qu'on peut se coucher à l'heure qu'on veut, puis qu'on peut prendre nos responsabilités. Parce qu'on a la liberté, mais on peut prendre nos responsabilités en main sans que nos parents, parce que là, on n'est plus des enfants, viennent nous dire quoi faire. Fait que moi, c'est là que je le vois le parallèle. Tu sais, il y en a des turbulences, puis c'est vrai qu'il y a une période de transition. Tantôt, dans ce que tu disais, c'est que le PQ nous vend le grand soir. Moi, j'invite sincèrement les gens à aller sur le site du Parti québécois, qu'ils soient péquistes ou non. Je pense que c'est un exercice qui est intéressant à faire, d'aller voir le livre bleu. Ben, d'abord, il y a eu le budget de l'an 1, qui est un exercice rigoureux. Hein? Tous les partis à l'Assemblée nationale ont reconnu qu'un Québec indépendant est viable économiquement. C'était en lien avec le budget de l'an 1 que le Parti québécois a présenté, approuvé par des économistes indépendants, des universitaires, dont certains qui sont même conservateurs, libertariens et tout ça. Fait que ça, déjà, moi, je vois un travail rigoureux là. Après ça, la deuxième étape, je vois le livre bleu du Parti québécois où ils nous présentent qu'est-ce qu'on fait avec. Là, c'est pas encore sorti, mais les postes. Là, ils ont sorti qu'est-ce qu'on fait avec les relations internationales. Ça va être quoi la place du Québec dans le monde actuel? Qu'est-ce qu'on fait avec la citoyenneté? Ils sont sortis sur la citoyenneté, ils sont sortis sur la monnaie. Qu'est-ce qu'on fait avec la monnaie? Puis là, ils présentent leur plan. Puis je le sais, qu'ils ont des ressources limitées. J'y ai travaillé en toute transparence, les gens le savent. Ils ont des ressources extrêmement limitées et ils produisent des documents en montrant, regardez, voici les options que nous avons évaluées dans un Québec indépendant, par exemple pour la monnaie. Garder le dollar canadien, avoir un dollar québécois ou adopter une autre devise comme par exemple le dollar américain ou l'euro ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est les 3 scénarios qu'on a étudiés. Là, ils nous présentent les pour et les contre de chaque option. Puis après ça, ils nous présentent leur bilan de tout ça, leur choix de tout ça, en nous montrant, par exemple, eux, ce qu'ils disent, c'est que ça serait mieux d'avoir un dollar québécois, mais avec une période de transition de je ne sais pas combien d'années, je pense que c'était un bon 5-10 ans. Là. Fait que tout ça s'accompagne d'un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'était la même chose avec Jacques Parizeau en 1995. Il y avait 1 an de négociation avec le reste du Canada, puis pendant toute cette année-là, il s'assurait, le gouvernement québécois, de préparer cette transition-là. Fait que c'est pas une turbulence, c'est même moins risqué que d'aller en appartement, là, des fois. Là. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est moins risqué. Moi, je pense que, encore une fois, le contexte dans lequel le PQ veut proposer un référendum, qui serait un référendum lors du prochain mandat advenant une victoire du PQ. À la fin du dernier mandat. Du à la fin, naturellement. C'est pas la première chose qu'on fait en arrivant au pouvoir, j'imagine. Parizeau l'a fait au début. Il y avait quelque chose qui était construit vers ça. Le narratif s'en allait vers ça. Je pense, encore une fois, puis je pense pas qu'on va arriver à se mettre d'accord là-dessus, mais je pense pas que le contexte soit idéal pour aller à se poser la question. Tu faisais le parallèle de partir en appartement. Il y a quand même un moment aussi, un contexte pour partir en appartement, dans le sens où on ne part pas en appartement, disons, quand c'est une métaphore. Ça se fait pas sur un coup de tête. Ça se fait pas sur un coup de tête, ça se fait pas quand on n'est pas prêt. Certains aussi ont besoin d'aide de leurs parents pour arriver en appartement. Puis moi, c'est peut-être un peu comme ça que je le vois, dans le sens où on a notre espace. On peut faire ce qu'on veut dans notre espace. On a une collaboration aussi avec nos parents à ce moment-là. Puis, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui limite dans ce que les Québécois veulent, disons, de faire partie de la Fédération canadienne, dans le sens où, en ce moment, les Québécois, oui, il y a des gains qu'on peut continuer à faire. On veut limiter le pouvoir fédéral de dépenser. Puis je pense que l'autonomisme vaut la peine qu'on s'y reconcentre
pour travailler davantage vers ça, mais ça reste qu'on n'est pas nécessairement... on n'a pas besoin de couper forcément ce lien-là. Puis, c'est un peu comme ça que je le vois. Je salue le travail que le Parti québécois a fait aussi, par contre, d'étudier de façon, somme toute, assez exhaustive les scénarios. Mais je pense que le contexte pour poser la question, voir si on va là, n'est pas un bon contexte. Moi, je suis davantage inquiété par tout ce qui concerne finalement les enjeux là, actuels. Puis je pense que la CAQ, justement, pour tout ce qui est... les deux ont fait des sorties sur disons, les jeunes familles, par exemple, qui est quelque chose que les jeunes caquistes prennent à cœur. Les deux candidats à la direction ont dit qu'ils voulaient permettre aux jeunes familles de respirer. Je pense qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à se poser la question. Je pense pas que c'est ce que les Québécois veulent. Et il y a eu beaucoup de... on voit le milieu artistique avec la fierté des Québécois, c'est super, mais je pense que moi, quand je parle à des gens qui sont proches de moi, qui ne sont pas en politique, il n'y a personne qui, concrètement, veut aller là pour les prochaines années. C'est pas quelque chose qui est prioritaire. Je pense qu'on doit miser davantage sur les questions, disons, le pouvoir d'achat, l'inflation et tout ça. Puis quand tu dis c'est pas le bon moment parce qu'on n'a pas ce qu'il faut au Québec pour devenir un pays, ou c'est pas le bon moment à cause du contexte international? Le contexte international, parce que le Québec est une nation distincte avec beaucoup d'éléments on a tout ce qu'il nation. faut. C'est une nation. Le Québec... Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour être un pays? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour être un pays? Moi, je pense qu'on est plus fort dans une fédération. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas nécessairement aller là. On est une nation on est une grande nation au Québec. Ça, c'est certain. Puis, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller là. Puis, je pense pas que d'être un pays versus comment on est là, c'est vraiment quelque chose qui est avantage. Je comprends, puis je l'entends. Puis c'est un discours qu'on entend beaucoup, puis ça se vaut, évidemment. Si on est plus fort, puis là, tu vas peut-être me voir venir, si on est plus fort en étant dans un grand ensemble, donc le Québec à l'intérieur du Canada, est-ce qu'on serait plus fort comme Canadien d'être à l'intérieur des États-Unis? Il y a une question, évidemment, de compatibilité. Puis, le Canada et les États-Unis, c'est compliqué. C'est assez différent. Mais nous, le Québec, on est très différent des États-Unis. Absolument. Est-ce que le Canada est si différent que ça des États-Unis? Moi, j'estime que oui. J'estime que oui. Sur quels aspects? Le Canada est, disons, beaucoup plus... je trouve qu'au Canada, on respecte beaucoup plus le commun qu'aux États-Unis, où c'est beaucoup plus individualiste. Puis ça, c'est quelque chose qui... eux sont très nationalistes, mais sont très individualistes dans leur façon de faire, au niveau, disons, du filet social et tout ça. Puis je trouve que c'est quelque chose qui nous définit comme Canadiens. Puis même à l'international, souvent, on est... Quand il y a des parodies ou tout ça, le Canadien, c'est toujours la personne super gentille qui est prêt qui est prêt à offrir littéralement un bras à un parfait inconnu. Donc, il y a cette vision-là. En s'excusant. En s'excusant, absolument. Donc, il y a cette espèce de vision-là du Canada comme un bon... un endroit où il fait bon vivre. Ouais. Puis je pense qu'aux États-Unis, avec la tension, c'est pas compatible. Il y a beaucoup de choses qui nous ressemblent, qui nous rassemblent. On se ressemble beaucoup quand même au niveau culturel. Il y a beaucoup de l'impact américain sur la culture canadienne se fait sentir plus que pas assez. Plus que pas assez. Même au Québec, je veux dire, la majorité des gens vont écouter de la musique américaine, même si il y a un regain. Aussi, hein? Oui, c'est une bonne chose d'avoir de pouvoir
diversifié, mais il y a quand même un certain regain. Puis ça, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une bonne chose de l'intérêt pour la culture et surtout la musique québécoise. Moi, je pense à Lou-Adrienne Cassidy qui a fait un malheur récemment, puis qui a été invité à toutes sortes d'émissions. Donc, c'est quand même c'est intéressant à voir. Donc, d'un point de vue culturel, ça va, mais c'est au niveau Ouais, je comprends. de l'individu, niveau politique. Je trouve que les États-Unis, c'est beaucoup plus axé sur Dans la vision l'American du monde. Dream, un peu Hmm. individualiste. Puis le Canada, c'est ce qui nous différencie. Puis au Québec, oui, on a une culture qui est bien distincte, mais ça reste que je pense qu'on est d'accord pour dire que on est du bon monde là, au Québec, là, finalement. Puis c'est la différence, selon moi, entre un Canadien et un Américain. Ben, je suis amplement, évidemment, d'accord avec toi. Les gens auront compris là, que je suis pas favorable à ce qu'on soit annexé aux États-Unis. Puis même le reste du Canada, ça les regarde. Moi, je me mêle pas de ça. Mais je pense qu'il y a des différences entre le Canada et les États-Unis, même si elles sont moins évidentes. Mais ça m'amène à te demander, tu dis non, le Canada ne doit pas s'annexer aux États-Unis parce qu'il y a des différences entre le Canada et les États-Unis. Notamment l'aspect collectif versus individuel qu'on retrouve aux États-Unis, puis au Canada, on est plus dans le collectif. Mais ils partagent quand même une culture commune très forte. Au Québec puis au Canada, les différences entre le Québec et le Canada sont encore plus fortes, sont encore plus flagrantes, tant au point de vue collectif qu'individuel. Sur cet aspect-là, le Québec est encore plus différent des États-Unis puis du Canada. Mais on a une culture unique, puis visiblement, tu l'aimes, puis tu es fier de cette culture-là, puis personne n'en doute. La langue, c'est la même chose, la vision du monde, etc. Puis on pourrait faire la liste. Il y a des livres là-dessus. Là. Tu sais, La différence québécoise de Vincent Vallée, je le recommande à tous. Il y a même un site qui répertorie, je pense, 500 ou je ne sais plus combien. Là, on pourrait aller voir pour le plaisir, mais il y en a des différences entre le Québec et le Canada qui sont fondamentales, parfois qui sont banales. Là. Juste des fois, l'heure du souper, là, des traditions comme ça, autant que dans la culture. Donc, ça m'amène à te demander, si on ne veut pas être américain, parce que le Canada, c'est pas comme les États-Unis, mais pourquoi qu'on voudrait être canadien si le Québec, c'est pas comme le Canada? L'impact de se faire annexer et l'impact de se séparer, donc que le Canada soit annexé aux États-Unis ou que ce soit séparé, je sais que je me répète, c'est du changement, c'est des turbulences, ça créerait énormément d'incertitudes. Donc, en ce moment, le Québec, oui, est distinct pour toutes les raisons dont on parle depuis à peu près une heure. Mais ça reste que le Canada, le Québec, ça a toujours été ensemble. Et le Québec est reconnu par le Canada comme étant une nation distincte. Le Canada, même si des fois je ne suis pas sûr que ça leur plaise tant que ça, mais ils assument la différence québécoise, ils savent, puis le Québec a toujours travaillé très fort pour l'affirmer. Puis ça s'est ressenti avec la CAQ, avec les mesures qu'on a prises, avec l'utilisation aussi de la clause dérogatoire pour On est se obligé de faire protéger. ça. On est obligé de mettre la clause dérogatoire. Sinon, la loi 21, c'est tchao-bye, là, devant les tribunaux, devant la Cour suprême. Ils n'en veulent pas, puis là, ils se gênent même plus pour la contester. Là. Fait qu'ils ne respectent pas notre façon de voir les choses. Là. Ils veulent nous l'imposer, non? Il y a une certaine volonté, naturellement, mais moi, quand je regarde le portrait actuel, est-ce que j'ai l'impression que l'existence même du Québec et de ses distinctions est menacée? Non. Je veux dire, les Québécois, par la force de la résilience, je veux dire, on a toujours été extrêmement résilients, puis on s'est toujours battu pour conserver ça, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a encore depuis la conquête. Il y a eu la conquête, puis après ça, le lac de Québec qui a un peu ramené les pendules à l'heure pour dire ben, c'est correct, vous avez mérité finalement cette distinction-là comme Canadien-Français à l'époque. Donc, c'est une espèce de relation qu'on a avec le Canada depuis longtemps. Puis moi, j'ai jamais senti vraiment que le Québec perdait de sa légitimité dans sa façon d'être distinct, même au sein du Canada. Donc, il y a cette notion-là de nation distincte qui est reconnue. Puis,
moi, j'ai pas l'impression que d'aller à travers toutes les étapes, d'aller à travers un référendum, d'aller à travers une grosse campagne référendaire avec les camps du oui, les camps du non, je pense pas que ce soit la solution pour finalement faire ressentir le Québec, l'importance du Québec, les valeurs du Québec. Je pense qu'on y arrive dans le modèle actuel. J'entends tout ce que tu me dis, puis on pourra passer au prochain sujet parce que je veux pas qu'on se répète, mais je pense que les gens aiment ça, là. En tout cas, j'ose espérer. Moi, j'adore ça. Encore bravo de ton éloquence. Mais juste pour compléter sur ce que tu disais, par rapport au respect de la différence, bon, il y a eu la conquête, ils ont voulu nous assimiler. Tu l'as dit, après ça, il y a eu l'acte de Québec. C'est si on refait l'histoire, là. Mm-hmm. Pas comme Kearney. Il y a eu l'acte de Québec où ils nous ont accordé certains droits. Mais il y a eu aussi l'acte d'Union, hein, où ils ont dit carrément on va les assimiler, cette bande-là de pas de culture. Hein. C'est ça, l'heure du rame, son rapport. Il y a un problème au Canada, c'est qu'il y a des Canadiens français. Puis ces gens-là, ils n'ont pas de culture, il serait mieux si on les assimilait. C'était ça l'essentiel de son rapport. Il y a eu l'acte d'Union, ils ont voulu nous noyer, etc., nous assimiler. Puis c'est une tradition là, canadienne. Là. Ça s'est reflété à plusieurs moments de notre histoire, qui ont essayé, que là, ils ont vu de la résistance, qui ont essayé, ils ont profité des faiblesses, etc. Fait que ça, c'est jamais bien loin. On a en 1982, la trahison de toutes les provinces et du fédéral contre le Québec. C'est énorme, ça, c'est monumental. Il y a bien des gens qui sont devenus souverainistes à ce moment-là ou qui sont devenus dans leur cours d'histoire quand ils ont vu ça. C'est comment qu'on s'est fait trahir, ça n'a pas de sens. Moi, je vois même pas comment on peut travailler, comment on peut avoir confiance qu'on peut bâtir quelque chose d'égal à égal dans le Canada. Moi, je ne le vois pas à ce moment-là. Après ça, il y a l'accord du Lac-Meech où Brian Mulroney qui dit, puis je le pense sincèrement de bonne foi, là, puis j'imagine que c'est quelqu'un que tu dois apprécier pour ce côté-là, là, puis les Québécois, on l'apprécie, qui dit, nous, je vais corriger 82. On va ramener le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme dans la Constitution canadienne. On a un accord qui échoue encore une fois à la dernière minute avec l'accord du Lac-Meech. Tu sais, en début d'épisode, tu disais, nous, à la CAQ, on a essayé quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas eu les résultats qu'on aurait voulu. On en a eu d'autres, puis tu les as mentionnés, puis c'est très bien, puis on peut les saluer. Mais ça reste que quand on est autonomiste, oui, c'est peut-être plus prudent. C'est moins risqué. Je peux te l'accorder. Mais les résultats dépendent d'un autre gouvernement. Les résultats, par rapport aux demandes que vous avez faites, ça va dépendre des provinces et du gouvernement fédéral. Un référendum, ça dépend de nous. Oui, on en a eu 2 qui n'ont pas été un succès, mais ça va dépendre des Québécois. On n'attend pas après le fédéral pour nous dire oui. C'est à nous, le peuple, de se dire oui. Puis ça, je trouve que c'est une aventure extraordinaire pour un peuple qui a tout ce qu'il faut pour devenir un pays, qui a tout ce qu'il faut pour devenir l'une des plus grandes, tu sais, dans le top de la moyenne à travers le monde, quand on regarde en finance, quand on regarde en économie, quand on regarde en éducation. On est vraiment une société riche qui a tout ce qu'il faut. Bien là, ça nous appartient de partir à l'aventure. Puis oui, ça peut avoir certains risques, mais comme tu l'as dit, puis tu l'as très bien dit, le peuple québécois, c'est un peuple résilient, c'est un peuple qui est déterminé, c'est un peuple qui se bat même dans l'adversité. Alors même dans notre ADN, on a des défricheurs, on a des coureurs des bois, on a tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure puis fonder ce pays-là, un pays francophone en Amérique qui va porter notre culture, qui va faire rayonner le Québec. Moi, c'est ça qui me fait vibrer là, comme indépendantiste, puis c'est pour ça que je fais ça un bon 40 heures semaine, Génération Oui. J'y crois, puis j'y tiens, puis je pense que c'est ça la voie, mais je comprends aussi ton point de vue. Ça peut paraître risqué, mais moi, j'aime ça, le risque. Puis j'aime ça, puis je fais confiance aussi quand je vois le travail rigoureux qu'on a mentionné du Parti québécois. J'ai tout à fait confiance qu'on va y arriver. Mais là, je ne vais pas nous éterniser là-dessus parce qu'on pourrait refaire toute la discussion. Passons peut-être à un thème qui va t'intéresser certainement puis qui m'intéresse, l'avenir de la CAQ. Oui. Comment, là, il y a une course à la chefferie, il y a 2 bons candidats, il y a Christine Fréchette, il y a Bernard Drinville. Comment tu perçois cette course-là? Ben, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est quand même
bonne chose d'un point de vue l'engouement qu'il y a autour du parti. Moi, je n'ai jamais entendu autant parler par des proches non-caquistes de la CAQ depuis le début de la campagne à la direction. C'est très intéressant à suivre. Moi, je suis content de l'écoute et finalement des rapports assez sympathiques qu'on a, assez même productifs qu'on a avec les deux candidats. Moi, mon travail là-dedans, c'est vraiment de leur faire part des préoccupations des jeunes, de montrer qu'on est capable d'offrir non seulement des solutions, mais qu'on est capable de faire des propositions comme on l'a toujours fait. Donc, moi, je vois ça d'un très bon œil parce que, justement, ça crée une effervescence, un engouement, ça crée un débat d'idées. Puis, comme tu l'as dit, c'est deux excellents candidats. Moi, je trouve ça assez... je trouve ça très bien de voir ces deux excellents candidats-là débattre, parler. Ils vont récolter leurs appuis ici et là. Mais je pense que c'est important, par contre, de penser à l'unité du parti. Puis, il faut qu'on se le dise, une fois le 12 avril passé, le nouveau chef élu, mais là, il faudra passer aux élections d'octobre. Puis, c'est ça qui est important. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'il y a un intérêt nouveau. Hein? Je pense moi aussi, je le sens, ça intéresse les gens. Puis c'est important parce que là où la chef va devenir première ministre du Québec. Fait que toi, ton rôle dans cette course-là, c'est un peu de leur donner les idées de la jeunesse. C'est ça? Exact. Puis aussi, la relève de la CAQ, c'est une aile militante. Donc, on a cette espèce de base-là idéologique de ce qu'on veut que la CAQ soit, à quoi il faut penser en allant de l'avant avec ce parti-là, avec cette idée justement autonomiste, nationaliste et de centre-droit-là. Donc, on veut aussi être un peu les remparts de l'idéologie caquiste. Évidemment, moi, je pense qu'on a deux candidats qui représentent bien ces deux... en fait, tout ce qui est l'ensemble de ce qui est la CAQ, mais on a quand même ce rôle-là en tant que militant, puis aussi, comme tu l'as mentionné, comme jeune, le but aussi, c'est quand même de parler de l'intérêt des jeunes, de parler de leurs préoccupations, mais aussi de montrer qu'on a des choses à proposer, des solutions à proposer, puis qu'on pense au long terme aussi. Absolument. C'est intéressant, ça, parce que le rôle d'une aile jeunesse, c'est fondamental. Selon toi, c'est quoi qui différencie la CAQ, par exemple, du Parti conservateur du Québec? Parce que le Parti conservateur se dit aussi nationaliste et autonomiste. À la CAQ, en fait, c'est le C de CAQ, selon moi, qui fait toute la différence. C'est une coalition, donc une coalition de gens qui, selon moi, ratissent plus large que le PCQ. On est une coalition qui est capable de faire cohabiter certaines... Évidemment, il y a des bases, là, puis c'est justement ça qu'on définit, nous, en tant que jeunesse, l'idéologie nationaliste et tout ça, mais ça reste qu'on est plus un parti de consensus. Puis, il y a un certain populisme, disons, chez le PCQ, qui est d'essayer de trouver un coupable à peu près tout et n'importe quoi. Cette tranche-là de la population qui serait les responsables de tout. Nous, on est beaucoup plus modérés, beaucoup plus tempérés, puis on cherche beaucoup plus le consensus au sein de la CAQ qu'un parti comme le PCQ, par exemple. Est-ce que la CAQ est une coalition d'indépendantistes et de fédéralistes? Il y a, du moins, moi, je peux davantage parler pour ce qui est de l'aile jeunesse. Il y a des souverainistes, comme il y a des fédéralistes, comme il y en a qui se situent à peu près entre les deux, un peu partout entre les deux, là, comme moi en tant qu'autonomiste. C'est vraiment de voir ce que le Québec peut faire pour le Québec. Moi, finalement, puis je pense que c'est la même chose pour tous les jeunes qui sont impliqués en politique. Moi, je veux la meilleure chose pour le Québec. Donc, ce dont je te parle là, le modèle autonomiste, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a un modèle qui est parfait? Non. Je ne pense pas, mais au bout du compte, moi, j'y vais avec ce que je sens être la meilleure chose pour le Québec. Puis selon moi, c'est le modèle autonomiste. Mais pour répondre à ta question de façon plus concise, oui, c'est une coalition qui va de bout à l'autre là, du spectre identitaire. Ah, c'est intéressant. Parce que l'une des critiques
qu'on entend parfois à l'égard de la CAQ sur la question nationale, c'est que, bon, il y a un peu ce discours-là que c'est une coalition d'indépendantistes et de fédéralistes, mais je ne serais pas capable d'en nommer un indépendantiste à la CAQ parce s'il y en a, ils n'ont pas le droit de le dire. Est-ce que ma lecture est bonne ou... Ben, c'est que, comme j'ai dit, c'est une coalition. Il faut éviter, selon moi, faut vraiment qu'on puisse dialoguer entre nous, puis qu'on se mette d'accord, puis le consensus, c'est ce qui en ressort. Et en tant qu'équipe, c'est important de se tenir tous ensemble. Donc, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est vraiment important de savoir qui est indépendantiste, qui est fédéraliste? Selon moi, non, parce qu'au final, ce monde-là, ensemble, vont parler des fédéralistes, des souverainistes, puis vont arriver avec nous, on pense que c'est ça qu'il faut faire, puis c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Un peu, on parle en famille, mais quand on sort, quand on va parler avec les autres formations politiques, on va parler aux médias, on parle pour la CAQ, donc pour tout le monde. Donc, c'est important, cette espèce de mentalité de on est en famille ou où on va parler finalement au nom de la famille. Puis là, c'est le consensus qui doit primer. Ouais, je comprends, puis je pense que c'est la bonne chose à faire, là. C'est un peu ça le propre des partis. On peut pas commencer à tous tirer de notre barre, mais en même temps, ça donne l'impression qu'il n'y en a pas d'indépendantistes à la CAQ. Fait il y a comme ce revers-là de la médaille parfois, là. C'est une critique qu'on entendait, mais je comprends aussi, je pense que c'est comme je le disais, c'est la bonne chose à faire. Là. On peut pas commencer à tirer chacun de notre barre, mais c'est que les fédéralistes, on les entend plus à la CAQ. On entend plus des discours de « il faut rester dans le Canada, sinon ce serait une catastrophe ». Je pense qu'il n'y a pas un ministre là, récemment qui disait qu'on allait se faire envahir par les Russes si on devenait un pays. Fait que tu fais comme « OK, mais là, on pourrait pas aussi entendre l'autre côté pour nous montrer que c'est une coalition ». En même temps, comme je le dis depuis le début, est-ce que un référendum en ce moment, c'est souhaitable? Non. Donc, je pense qu'il y a beaucoup on se rallie autour de l'idée où le modèle qui doit être mis de l'avant, c'est le modèle autonomiste. Donc, avec ça, moi, je pense que c'est juste le consensus qui parle. Puis c'est de dire finalement que c'est pas souhaitable de se poser la question en ce moment. Oui, je comprends. Je t'ai posé la question, donc, à savoir c'est quoi la différence entre la CAQ et le PCQ. J'aimerais te demander, c'est quoi la différence entre la CAQ et le PLQ, donc avec le Parti libéral du Québec, qui peuvent se dire eux aussi nationalistes, qui peuvent même se dire autonomistes dans une certaine mesure. Là. Ils se disent souvent le fédéralisme asymétrique, donc c'est une autre façon de nommer l'autonomisme. Le gouvernement Couillard, si je nous remonte dans le temps, avait publié à la fin du mandat un document être québécois, c'est notre façon d'être canadien. Donc, c'était des demandes encore là au gouvernement fédéral. Justin Trudeau a répondu d'une manière très éloquente, non. Donc, fidèle à lui-même. Fait que c'est quoi la différence, selon toi, entre le PLQ et la CAQ, notamment sur la question du nationalisme? Ben d'abord, comme tu as dit avec M. Trudeau, il faut le souligner, toujours été très éloquent. Ça n'a jamais eu beaucoup de sens ce qu'il disait, mais toujours été très éloquent. Quand vient le temps de nom au Québec, il est présent. Mais je pense qu'il retient ça de son père. Mais la différence majeure, je crois que c'est le côté identitaire. Moi, je pourrais dire à la blague, là, c'est pas tout à fait vrai, mais nous, on parle français. Cela dit, la différence majeure, c'est le côté identitaire. Puis, bon, Philippe Couillard, on le sait, était quand même assez farouchement anti-identitaire, anti-bleu. Donc, on a quand même cette notion-là de vouloir un peu faire la promotion de ce qui fait du Québec, le Québec, la nation distincte finalement. Puis bon, les libéraux peuvent dire qu'ils sont plus autonomistes et tout ça, mais ils n'iront jamais aussi loin que de dire, de prendre des mesures qui vont vraiment favoriser le français, que de dire qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit, puis la laïcité, c'est important. Donc on a cette espèce de côté identitaire assez marqué qui n'est pas retrouvé au PLQ, puis c'est avant de s'impliquer en politique, on étudie toujours un peu les formations, toutes les formations politiques. Puis moi, je me suis jamais senti, en tant que fier Québécois, je me suis jamais senti interpellé par ce que le PLQ avançait. Là, moi, quand j'ai commencé quand j'ai commencé à m'informer, puis à me dire je pourrais peut-être devenir un jour membre, qui est quand même, j'ai pris certaines années avant de le faire pour des raisons plus personnelles. C'était Philippe Couillard qui était là, puis je me suis dit, je sais même pas pourquoi il est premier ministre du Québec.
dans le sens où c'était... je me sentais pas du tout représenté. Puis c'est quand j'ai étudié un peu ce que M. Legault proposait. Je me suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de... le Québec est une nation distincte. On n'est pas obligé d'être un pays pour s'affirmer. Puis bon, ça, je vais me répéter si on continue à en reparler, C'est bien correct, mais c'est c'est ta vraiment position. ça qui m'a apporté. Donc, le PLQ, il n'y a pas ce côté identitaire marqué là qui fait en sorte que ça vient chercher les Québécois un peu dans leur quotidien. Ouais, sur le nationalisme, vous êtes plus affirmé Absolument. que le PLQ. On Absolument. l'a vu avec la loi 21, que Le je pense qu'on votait contre, 96. puis 96. Ben c'est très intéressant. Je sais pas, j'aurais d'autres questions vers la fin, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas discuté que tu voudrais mettre de l'avant? Non, je pense qu'on a parlé d'énormément de choses. Puis à la limite, moi, je suis toujours pour une nouvelle invitation. Ben, ça va nous faire plaisir, William, parce que je pense que la discussion puis le contexte va changer dans les prochains mois puis dans les prochaines années. Tu me disais que ton mandat va prendre fin justement en 2027. Absolument, absolument. Il me reste une autre année. Donc, c'est quand même un moment qui est très intéressant pour être président d'une jeunesse d'un parti, une campagne à la direction, des élections générales. J'ai aussi un paquet de partiels. Il y a la partielle à Chicoutimi qui se termine demain. D'ailleurs, je suis allé hier encourager notre candidat Francis qui fait partie de la relève, qui mène une très bonne campagne sur le terrain. On a eu beaucoup de beaux commentaires. Je pense que les gens, puis il y a beaucoup de gens qui nous ont apostrophé pour nous dire on va parler un peu la chefferie, puis les donner leur opinion là-dessus. C'est juste intéressant de voir que les gens sont intéressés à discuter avec nous de ça. Il y a évidemment la campagne à la direction où on peut avoir une voix incroyable en tant que jeune. Puis j'ai vu aussi la course à la chefferie du PLQ, la première où M. Rodriguez avait gagné. J'ai vu les jeunes prendre leur place, puis j'étais content. J'étais content de voir ça. Donc, je vois un contexte où on peut prendre notre place en tant que jeune. Puis c'est un peu pour ça que je dis c'est un bon moment pour être président d'une jeunesse, mais en plus une élection générale qui s'en vient en octobre, qui honnêtement, ça va être un moment crucial, peu importe ce qui arrive pour beaucoup de formations politiques. Là. C'est un moment pivot, selon moi, de la politique québécoise dans les dernières années. Absolument. Es-tu confiant pour cette élection-là qui s'en vient en tant que jeune caquiste? Je suis confiant. Je suis confiant. La politique, ça bouge vite. On l'a vu au fédéral. Donc, pour les gens qui pensent à la CAQ, on peut presque dire qu'il reprendra pas le pouvoir. Moi, ce que j'ai à dire, c'est on est toujours combatif. On n'a pas l'intention de donner ça facile à personne. On ne s'arrêtera pas. Puis, on est extrêmement confiant. Moi, le terrain, dans les congrès, les militants, les élus à qui je parle, tout le monde est en pleine confiance. On sait que ça va être une élection qui sera différente. La dernière fois, ça a pris 15 minutes, puis c'était annoncé que CAQ majoritaire. Ma soirée a été plate la dernière fois. Mais moi, j'étais dans un bureau de vote, puis j'attendais le décompte. Je regardais mon téléphone quand j'allais aux toilettes, puis je disais, bon, c'est chose réglée. Cela dit, c'était quand même très... c'est un moment assez différent qui s'en vient, peu importe c'est quoi le résultat, de par le contexte, justement, mais je trouve ça va être extrêmement intéressant à suivre, même pour quelqu'un qui ne suit pas nécessairement la politique, là, les élections en 2026. Puis, moi, ce qui me rend le plus fier dans tout ça, c'est de voir que dans tous les partis, il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent s'impliquer, qui en parlent. On se connaît tous, là, c'est un petit monde. Puis, je suis très content à chaque fois que je croise des jeunes de d'autres partis, on se parle. Finalement, on veut toute la même chose. Là, on veut le bien du Québec. C'est juste qu'on n'est pas d'accord avec c'est quoi la façon d'atteindre ça. C'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour le Québec? C'est quoi le bien du Québec? On n'est pas d'accord sur c'est quoi, mais on est tous d'accord que c'est ce qu'on veut. Mm-hmm. Absolument. Donc, je présume qu'il va y avoir des jeunes indécis qui vont nous avoir écoutés. Il y en aura certainement qui auront été d'accord avec toi. Comment peuvent-ils s'impliquer à la CAQ? C'est très facile. Vous pouvez écrire relève de la CAQ sur les réseaux sociaux. Les liens d'inscription sont là. Sinon, aller sur Google, le site de la CAQ, devenir membre.
on va vous contacter pour vous intégrer à notre grande famille. On est vraiment, puis je le dis, c'est vraiment une grande famille. La relève, on a une belle communauté de gens qui veulent faire avancer le Québec de façon pragmatique. Puis de ce que j'ai compris, il y a même des indépendantistes qui peuvent venir. Les indépendantistes qui suivent la ligne autonomiste. En fait, les indépendantistes, évidemment, sont les bienvenus. Naturellement, on veut des jeunes qui adhèrent aux valeurs de la CAQ, mais les valeurs de la CAQ, c'est très large. Donc, nous, on est très... tout le monde est bienvenu, tout le monde y trouve son compte à la CAQ. Absolument. Puis j'invite tout le monde, vraiment indépendantiste, fédéraliste, autonomiste, à vous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre même toutes les formations politiques sur les réseaux Absolument. sociaux. C'est une bonne façon. Moi, c'est la façon dont j'aime m'informer, d'avoir l'information à la source, de lire vraiment la déclaration de tel ministre, de lire votre réaction, etc. Fait que je pense que c'est super enrichissant quand on s'intéresse à la politique. Puis s'il y a des jeunes qui veulent s'impliquer à la CAQ, je les encourage. C'est super important. L'implication politique, peu importe les couleurs, c'est toujours souhaitable. Moi, je vois ça comme c'est beaucoup de gens qui sont déçus de ce qui se passe ou qui sont anxieux ou peu importe. La meilleure façon de changer les choses, c'est de s'impliquer. Peu importe le parti. Moi, quand je vois des jeunes qui s'impliquent, j'ai du respect énorme pour... En fait, tout le monde qui est impliqué, pas juste les jeunes, tous les élus, j'ai énormément de respect. On n'est pas d'accord sur tout, naturellement. C'est pour ça qu'il y a des partis. On n'est pas d'accord sur tout, mais il faut qu'on se respecte là-dedans parce que tout le monde travaille dans le même sens. Puis c'est la démocratie qui en sort gagnant, tu le dis très bien. On passera à la partie ça ou ça. Je ne sais pas, dans l'écoute des épisodes, si tu t'es rendu là, s'il y a des questions que tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas, c'est libre à toi. Je ne vais pas te tordre un bras. Donc, tu y vas comme tu le sens, puis tu peux les justifier aussi. Le but, c'est d'y aller rapidement, mais si tu veux justifier, tu peux le faire. Allons-y. Lève tôt ou lève tard? Lève tôt. Je suis né sur une ferme laitière. On apprend à se lever tôt. Le problème, c'est que je suis aussi couche-tard. Mario Dumont ou François Legault? J'irai avec François Legault. Les colocs ou les cow-boys fringants? Ah, les Cowboys fringants. Rien enlevé au coloc, mais les Cowboys fringants, c'est ma trame sonore de ma vie d'adolescent donc, et de jeune adulte. Moi aussi. PQ ou PCQ? La CAQ? C'est parfait. Nordique de Québec ou Canadien de Montréal? Je suis un gars de Québec. Donc évidemment, les Nordiques. On se rejoint là-dessus. Québec, pays... Ben là, je pense que celle-là, je ne la poserai pas parce que... J'ai passé 1 heure à y répondre. C'est ça. Puis je terminerai avec... j'ai le goût de te demander, puis je pense que tu ne répondras pas. PLC, donc Parti libéral du Canada ou Parti conservateur du Canada? Puis c'est correct si tu ne veux pas répondre. C'est parce que c'est pas une réponse pour moi qui est immuable, donc je vais m'abstenir. Très bien. Puis la dernière question, Christine Fréchette ou Bernard Drinville? Encore une fois, ma réponse à ça, ce serait la relève, parce que les enjeux de la relève sont ce qui importe pour moi dans cette campagne-là. Donc, c'est la réponse que j'ai à donner. Moi, c'est pour la relève que je prends dans cette campagne-là. Ben merci beaucoup. Je pense que la relève ont un excellent porte-parole. Tu as été très éloquent, je l'ai dit plusieurs fois. C'était très intéressant. Vraiment, ça m'a challengé. Je t'ai challengé. C'est parfait, c'est ça qu'on aime. J'en sors vraiment grandi de ça. Puis je te remercie, William, vraiment, franchement, merci beaucoup. Merci de l'invitation. N'importe quand. Puis encore une fois, je me permets de remercier celles et ceux qui permettent ces épisodes et ces échanges, notamment les WeQuébec. Donc, encore un grand merci au WeQuébec. Je vous invite à aller les suivre sur Instagram. Ils ont de beaux projets qui s'en viennent, notamment, vous les connaissez pour la Saint-Jean, mais ils font un paquet d'événements super formidables, puis ils font une belle mobilisation pour ça. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent sur les médias sociaux. On a récemment dépassé le cap des 4000 abonnés Instagram, 17 000 abonnés sur Facebook et des 10 000 abonnés sur TikTok. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre, à commenter, à aimer, à partager cet épisode si vous trouvez que c'est intéressant. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.